Merci à tous d'être là ce matin. Je suis ravi de vous présenter. Alors, j'ai un quart d'heure devant moi. Je vais malheureusement pas pouvoir vous raconter toute l'histoire de la sécurité chez Google, toute notre vision, mais je vais essayer d'en prendre au moins les points les plus saillants. Alors, quand Stéphanie m'a dit on va parler des Jeux Olympiques, ce serait bien que tu parles de la sécurité plus vite, plus haut, plus fort. Alors, j'ai eu un petit moment d'hésitation. Et puis en fait, je me suis dit qu'en fait, c'est cette devise olympique résonnait pas mal et me faisait dire qu'il y a quand même pas mal de choses sur la sécurité qui pouvaient s'y raccrocher. Alors, j'ai un petit problème de transparent, voyons voir. Ah non, voilà, pardon. Donc, on va commencer par plus vite. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, en 2009, Google a subi des attaques, qu'on appelait les attaques Aurora. Alors, je vais pas les détailler ici, s'il y en a qui n'ont pas encore vu la mini-série qu'on a mis en ligne l'année dernière et qui s'appelle Hacking Google, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Je vous invite à aller la voir, les rapides, c'est 6 épisodes qui font 15-20 minutes. Et le premier est vraiment dédié à ces attaques Aurora, donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors, pourquoi je vous parle de ces attaques? Parce qu'à l'époque, on avait déjà une sécurité qui était à l'état de l'art, qui cochait toutes les bonnes cases en termes de conformité, de bonnes pratiques. Et pourtant, on s'est aperçu que face à des attaquants qui étaient devenus très bons, qui avaient du temps, qui étaient motivés, qui avaient des ressources, ça ne suffisait pas. Et il fallait qu'on bascule un petit peu et qu'on change notre manière de voir et de faire de la cybersécurité. Alors, c'était vraiment, nous, un point d'inflexion dans notre histoire de la sécurité. C'est à partir de là qu'on a commencé à implémenter notre fameuse stratégie Zero Trust, dont on vous parlera cet après-midi. Et c'est surtout là qu'on s'est aperçu que, en fait, face au groupe d'attaquants, en fait, on était dans une course de vitesse. Alors, mon collègue David aime bien parler de course à l'échalote. Mais voilà, c'est vraiment ça. C'est une course de rapidité. Et qu'il y avait certains pans de la sécurité où on était vraiment en réaction et on laissait le champ libre un petit peu aux attaquants dans cette course. Et un de ces espaces, c'était justement la recherche de vulnérabilité. Les attaquants recherchaient des vulnérabilités et les exploitaient. On s'apercevait ensuite qu'il y avait des failles et on les patchait. Mais ils étaient là avant nous. Ils allaient plus vite que nous. Et donc, on a créé à cette époque une équipe en interne qui s'appelle Project Zero, dont le but était en fait de faire ce que font pas mal de groupes d'attaquants, c'est-à-dire rechercher des vulnérabilités, des failles dans les produits. Alors bien sûr, c'était nos produits, mais pas seulement. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité cyber depuis quelques temps, mais vous vous rappelez peut-être notamment les vulnérabilités sur les processeurs Intel, Spectre et Meltdown, qui ont fait pas mal de bruit il y a quelques années. Mais voilà, c'était le fruit de la recherche de cette équipe, Project Zero, encore une fois, pour prendre de vitesse les attaquants. Alors plus vite, ça m'a fait aussi penser à l'IA. Alors je ne vais pas en parler trop longtemps, parce que vous aurez une présentation, je ne vais pas déflorer le sujet, vous aurez une présentation dédiée là-dessus. Juste vous donner mon avis. Alors l'IA, moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui va vraiment changer notre manière de faire de la sécurité. Personnellement, je suis convaincu que ça ne va pas remplacer l'humain. On n'est pas là. En revanche, ça va nous permettre d'aller plus vite. Encore une fois, d'aller plus vite, de passer à l'échelle. Les attaquants commencent à utiliser l'IA, encore une fois, pour améliorer leur technique d'attaque et être plus rapide, plus performant. Nous aussi, de notre côté, c'est quelque chose qui va être nécessaire de prendre en compte. Et je pense que vous en apprendrez plus un peu plus tard. Alors maintenant, plus haut. Plus haut. Moi, la première chose que ça m'a évoqué, c'est ce graphique-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce graphique? C'est le nombre d'incidents qu'on a, que nos équipes de détection et de réponse à incidents ont traité. Donc voilà, depuis 2015. Alors ça, c'est une slide qui date un peu de 2022, mais la tendance reste la même. Et alors, au-delà du nombre absolu, qui importe assez peu, c'est surtout l'importance et l'évolution de cette courbe et cette montée exponentielle. Il y a autre chose qu'il faut noter, c'est ce qui est en rouge, c'est les incidents qui ont été traités manuellement, et la partie bleue, c'est vraiment tout ce qu'on arrive à automatiser.
Aujourd'hui, on a des surfaces d'attaque qui augmentent, des architectures qui se complexifient. C'est un petit peu la fin des grandes applications monolithiques qu'on avait l'habitude de voir là, il y a 10-15 ans. On passe en microservices, on développe des API, on fait du serverless. On a des données, on en a de plus en plus de données, et puis surtout, on les traite différemment. Moi, quand j'ai commencé à faire de la cyber il y a 20 ans, mon job, c'était de faire en gros des coffres-forts, mettre les données dedans, et surtout, m'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. Si je perdais la clé, c'était pas grave, et assez peu de monde avait besoin d'accéder à ces données. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, vous avez des données, vous devez les exposer, vous devez les échanger. Donc, voilà. Et donc tout ça, il va falloir aussi, il faut aussi les protéger. Donc, ça génère beaucoup de données, beaucoup d'incidents, beaucoup d'événements, beaucoup d'incidents qu'il faut être capable de traiter et il faut être capable surtout de passer à l'échelle. Alors mon collègue Anthony en parlera cet après-midi hein, sur la modernisation des opérations de sécurité. Mais voilà, c'est cette partie plus haut, donc être capable d'élever voilà, de sa capacité à traiter tous ces incidents. Et c'est pas un enjeu qui est évident. Alors évidemment, quand on parle de sécurité, et surtout voilà, quand on est de la partie, tout à l'heure, mon collègue David vous parlera de l'évolution de la menace, on a parlé de l'IA utilisée, on parle souvent voilà, de failles compliquées, un petit peu d'experts qui compromettent les serveurs. Quand on souhaite élever son niveau de sécurité, il y a quand même quelque chose qu'il faut se rappeler, c'est ne pas oublier les fondamentaux. Je vous ai mis là, alors je ne sais pas si c'est très visible, mais je vous expliquerai ce que c'est. Donc c'est un extrait du dernier, alors tous les trimestres, on sort un rapport qui s'appelle le Threat Horizon Report chez Google Cloud, et qui est en fait un petit peu une vue d'ensemble des vulnérabilités ou des incidents qui ont touché nos clients sur Google Cloud sur le trimestre. Et vous voyez là ce qui est en rouge, donc un peu plus de 54% des incidents. L'origine, qu'est-ce que c'est? C'est pas de mot de passe ou un mot de passe faible. Donc plus de la moitié des incidents de nos clients sur Google Cloud sont dus à une mauvaise gestion des mots de passe. Mauvaise configuration, 15%. Voilà. Donc il faut élever son niveau de sécurité, il faut utiliser de nouvelles technologies, des nouvelles solutions, mais n'oubliez pas les fondamentaux, et à commencer par la gestion d'identité, la gestion des identifiants, ça reste fondamental. Alors plus fort. Alors vous savez que dans toutes les présentations de cybersécurité, il faut une citation. Donc voilà. Alors j'ai aussi sacrifié à la tradition. Et j'ai pris la citation du philosophe Rocky Balboa, voilà, que je n'ai pas traduite, mais bon, je vous laisse la lire. Et j'ai trouvé qu'elle était assez parlante pour la cybersécurité. Donc en gros, l'essentiel, c'est pas de savoir si on s'est tapé fort. L'essentiel, c'est de savoir si on sait encaisser les coups. Et c'est le cas pour nous aussi. L'important, c'est aussi de savoir, est-ce qu'on est capable d'absorber une attaque? Est-ce qu'on est capable de continuer à fournir des services, y compris dans un mode dégradé? Est-ce qu'on est capable de continuer notre activité, y compris en cas d'un événement majeur, y compris en cas d'attaque, y compris en cas de panne ou autre? Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on garde en mémoire, qu'on arrive à encaisser les chocs. Alors ça peut être tout type d'attaque, ça peut être une partie du système d'information qui est compromis, ça peut être une attaque en déni de service, encore une fois ça peut être une panne, mais ce qui est important, c'est garder cette résilience et garder cette capacité à fournir les services. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que l'attaque, il faut la détecter rapidement. Encore une fois, on vous en reparlera un peu plus tard dans la journée. Et il faut être capable de réagir. Il faut être capable d'anticiper l'attaque. D'une part, il faut, à mon avis, comprendre que vous serez attaqué, mais anticiper, se tenir prêt pour être capable de réagir. Alors, souvent je dis, on essaye d'être serein, je pense qu'on n'est jamais serein quand ça vous arrive, mais être capable de réagir au plus vite pour traiter l'incident de la manière la plus rapide possible. Alors, quand je me suis intéressé à cette devise olympique, plus vite, plus haut, plus fort, en fait, alors c'est une devise, pour la petite histoire, qui a été créée avant les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne. L'organisation des Jeux l'a adoptée en 1894.
Elle provient d'Henri Didon, donc un moine qui a aidé le baron de Coubertin à réorganiser, à relancer les Jeux olympiques à la fin du 19e. En fait, je me suis aperçu qu'elle avait, ça je ne savais pas, qu'elle avait changé en 2021, donc juste avant les JO d'hiver de Pékin. Et donc c'est toujours plus vite, plus haut, plus fort, mais ils ont rajouté un autre terme, c'est ensemble. Et là encore, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental pour nous qui sommes dans la cybersécurité. Vu les enjeux auxquels nous faisons face, vu les menaces qui évoluent, aucune organisation, y compris Google ou n'importe quelle autre, n'est capable de traiter ces enjeux seul. Et c'est vraiment un domaine où il ne faut pas se sentir seul. C'est un domaine où on ne peut progresser que si on travaille ensemble. C'est un domaine où il faut échanger. Il faut échanger les bonnes pratiques, il faut échanger voilà, les techniques, ce qui marche. Il faut aussi échanger quand ça se passe moins bien. Avoir le courage de parler de ces incidents, de ces retours d'expérience qui ne sont pas bons, mais c'est vraiment que comme ça qu'on arrivera collectivement à progresser. Et voilà, donc je pense que c'est important, il faut qu'on travaille, nous, fournisseurs de services, évidemment, avec nos clients, mais également avec nos partenaires. Donc voilà, je pense que c'est particulièrement important aujourd'hui avec cet événement avec Sphère, qu'on se rappelle qu'il faut vraiment que ce soit un effort collectif. Moi, je dis souvent, la cybersécurité, c'est un sport d'équipe. Alors évidemment, en équipe, c'est aussi un sport, ne l'oubliez pas, je vous l'ai dit, c'est un sport, donc il faut s'entraîner, il faut anticiper, c'est quelque chose qu'on acquiert au fil du temps. Mais en effet, c'est un sport d'équipe et il faut qu'on travaille ensemble.